Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est aujourd'hui en compagnie d'un observateur particulièrement attentif de la vie politique et internationale israélienne sur le terrain depuis plus de 30 ans maintenant, journaliste et producteur au bureau de TF1 depuis jusqu'en 2019. Bonjour Michael Ilouz. Bonjour Antoine. Ah, vous étiez sur le terrain, retourné sur le terrain, évidemment, avec des équipes de télé dès le 8 octobre. On va donc profiter de votre regard de journaliste sur le temps long pour tenter de mettre en perspective notre actualité avec aussi l'histoire juive, puisque par ailleurs vous êtes devenu guide. Avant d'en venir à l'analyse, peut-être quand même un mot de votre perception de la situation militaire à Gaza, avec l'impression qui prévaut que les évolutions sont plus que jamais imprévisibles. Alors en quelques mots, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous percevez, vous, de votre poste d'observation de cette situation militaire, notamment à Gaza et plus largement vis-à-vis de la situation d'Israël face à ses ennemis aujourd'hui? Alors absolument Antoine, on est dans une situation assez particulière parce qu'il faut se rappeler qu'au début de cette semaine, c'est-à-dire lundi, le Hamas a eu la possibilité de tirer une dizaine de missiles vers Israël. Okay, on est 4 mois depuis le début de la guerre et pourtant le Hamas a encore des capacités, il peut encore tirer des missiles. La deuxième information qu'on a eue cette semaine, c'est une information qui a été publiée dans le Wall Street Journal et qui nous dit que 80% des tunnels, de ces fameux 500 km de tunnels à Gaza, ce qu'on appelle le métro de Gaza, eh bien 80% de ce métro de Gaza est toujours en activité, fonctionne toujours. On sait que le Wall Street Journal a été nourri par des informations du porte-parole de l'armée qui lui a fourni de très nombreuses informations, notamment sur la possibilité d'inonder les tunnels. Donc le Wall Street Journal est une façon qu'a utilisé le porte-parole de l'armée pour communiquer depuis le début de cette affaire. Et on est dans une situation donc où de facto le Hamas est toujours en activité. Alors il faut mettre ces informations-là en parallèle avec les déclarations quotidiennes du porte-parole de l'armée qui fait état de l'avancée de l'armée et de ses opérations et du retour aussi des soldats, des réservistes qui nous racontent ce qu'ils ont fait dans la bande de Gaza, détruire les infrastructures du Hamas, s'en prendre aux tunnels, on en a parlé, et aussi s'en prendre aussi aux terroristes. Mais si on essaie d'analyser ces faits, c'est-à-dire la persistance de l'activité du Hamas, par rapport à ce qu'a déclaré le gouvernement, c'est-à-dire quels sont les buts de cette guerre. Après tout, le gouvernement les a explicités. Premièrement, détruire le Hamas, et deuxièmement, ramener les otages. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Si vous voulez bien, Antoine, on va commencer par le deuxième point, c'est-à-dire le retour des otages. Nous sommes en plein milieu de négociations entre Israël et le Hamas. D'après ce qu'on comprend, on pourrait s'attendre à la libération d'une trentaine d'otages qui seraient accompagnés d'un mois de trêve. Okay, mais il faut savoir que même après ce mois, plus ou moins un mois de trêve et cette plus ou moins libération de 30 otages, eh bien, il resterait encore plus d'une centaine d'otages encore à Gaza. Et donc, le deuxième point de la guerre, c'est-à-dire la libération des otages, on en est très loin. Si vous voulez, reprenons le premier point de la guerre, qui est la destruction du Hamas. C'est le moment de citer Napoléon III, qui disait « On ne détruit que ce que l'on remplace ». Et Israël n'a aucune intention de retourner à l'intérieur de Gaza. Il y a d'ailleurs un sondage récent qui fait état que 51% de la population, 51% de la population refuse de retourner à Gaza et de reconstruire les localités juives qui ont été évacuées depuis cette époque. Donc sur les deux points, sur les deux buts de la guerre, force est de constater que Israël n'a pas atteint ses objectifs. Mais c'est intéressant de regarder comment les Palestiniens, eux, regardent cette situation-là de leur point de vue. Depuis le 7 octobre, c'est une victoire. C'est une victoire parce que ils ont réussi, de leur point de vue, à atteindre Israël. Et surtout, de facto, aujourd'hui, sur le terrain, c'est le Hamas qui distribue l'aide humanitaire, donc il est toujours en place. C'est le Hamas qui continue à mener des opérations contre Israël et qui continue à provoquer des pertes. Donc aujourd'hui, au moment où on parle, la situation n'est pas brillante pour Israël. On n'a pas encore évoqué le rôle des États-Unis qui, dès le début des opérations,
ont demandé à ce que cette guerre-là ne dure pas en 2034, en 2024, excusez-moi, au début de cette année. Il y a des pressions américaines pour mettre fin aux activités militaires. La situation, une fois de plus, ne correspond pas aux objectifs premiers de la guerre tels qu'ils ont été énoncés par Israël depuis le début octobre. Effectivement, un constat un peu, disons, inquiétant tout de même, parce que s'il devait en rester là, effectivement, ce ne serait pas une excellente position pour Israël pour la suite des événements, parce que ce ne serait pas une position suffisamment de force peut-être pour imposer dans un règlement de paix. Bon, c'est une autre question que l'on va pas forcément aborder aujourd'hui, puisqu'on doit parler, Michael Ilouz, avec vous du fond, de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays par rapport à la période post-7 octobre. On a dit parfois que le 7 octobre, ça a fait finalement l'irruption pour Israël d'un événement biblique, un événement biblique en plein 21e siècle. Je crois que c'est une piste intéressante à explorer pour savoir quelles sont les références qui sont réapparues à cette occasion, Michael Ilouz. Alors, quand on parle d'événements bibliques au Moyen-Orient, la première fois qu'on a utilisé cette expression, c'était en 1967, dans un contexte totalement différent, dans un contexte où le peuple juif revenait à Jérusalem, revenait sur les sites qui l'ont vu naître, Bethléem, site de naissance de David, la tribu de Juda, Hébron, là où sont entrés les patriarches, etc. Mais c'était dans un autre contexte. Aujourd'hui, si l'on parle d'événements bibliques en plein 21e siècle à propos du 7 octobre, c'est qu'on fait référence à autre chose, évidemment. Alors, la première référence qui est récurrente dans la presse israélienne, c'est Amalek. Amalek, cet ennemi emblématique d'Israël, cette entité qui s'est donné pour but de détruire Israël, pas non seulement de lui prendre son identité, mais aussi de lui prendre sa vie. Dans la Bible, Amalek s'en prend à ceux qui traînent dans cette fameuse cohorte de Juifs qui quittent l'Égypte pour aller se rendre en Eretz Israël derrière Moïse. Et Amalek est surtout connu pour sa sauvagerie. Alors, Amalek, c'est la référence, et c'est sans doute une des références bibliques à laquelle on peut faire référence maintenant, en tout cas depuis le 7 octobre, le Hamas. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Il y a une autre référence qui est récurrente dans les médias et aussi dans l'iconographie qui commence à se développer. On voit ça sur Internet, mais on voit ça aussi sur les murs des grandes villes. On voit assez fréquemment ce dessin-là d'un lion avec juste à côté un soldat de Tsahal et le drapeau d'Israël. Le lion, c'est le lion de Juda, c'est la tribu de David, et David est aussi assez fréquemment invoqué dans cette période-là. Et David comme celui qui succède à Shaoul, et David qui va réussir à réunir le peuple d'Israël sous sa houlette. Alors, pourquoi David? Pourquoi ce rôle de roi, ce point focal de l'identité juive à l'époque et aujourd'hui? Eh bien parce que l'on est depuis le 7 octobre après une période de division extrême. Et la guerre, la mobilisation, les réservistes qui vont au front et qui travaillent tous ensemble, peu importe quelles sont leurs origines, religieux, droite, gauche, séfarade, ashkénaze, etc., ils se retrouvent là aussi unis. C'est la thématique de l'union et la thématique aussi du volontariat. On a vu de nombreux volontaires venir d'Israël, d'un petit peu partout, pour aller se porter volontaire donc dans différentes fermes, moshavim, kibbutzim, mais aussi des volontaires qui viennent de France. Et donc cette union-là autour d'Israël, elle rappelle aussi David. Et il y a une troisième référence biblique qui est plus rare, c'est qu'on fait référence à Shaoul. Shaoul est le roi qui a précédé David, c'est le premier roi d'Israël, et Shaoul va recevoir l'ordre de Dieu par l'intermédiaire du prophète
de détruire Amalek, dont on vient de parler tout de suite, et Shaoul va faillir. Okay, il va laisser la vie à Agag, et c'est pour ça que Shaoul devra laisser la place à David. Ce changement de place, ce changement de royauté de Shaoul à David, n'est-ce pas quelque part ce que l'on vit aujourd'hui, ce changement d'élite, des anciennes élites à des nouvelles élites, de la royauté de Benjamin à la royauté de Juda, et c'est aussi une des références récurrentes qui a commencé d'ailleurs, on l'a utilisé pour expliquer ce qu'on appelait la Mecha'a, c'est-à-dire ces manifestations et contre le gouvernement et contre la révolution judiciaire. C'est aussi une des thématiques. Alors les thématiques sont nombreuses, on pourra en trouver de nombreuses autres. Gog et Magog n'est pas forcément pertinent puisque seul Israël se bat contre les Palestiniens. Il n'y a pas d'autres puissances en jeu. Voilà, pour l'heure, on n'est pas encore à Gog et Magog. Cette lecture donc biblique dont vous parlez, enfin ces thèmes, cette résurgence de la mémoire biblique, revient au cœur d'une identité israélienne qui est une identité aussi, il faut bien le dire, laïque, humaniste. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça peut donner ce choc du passé sur un présent qui semblait avoir oublié ce passé ou l'avoir, disons, marginalisé? Absolument, parce que la lecture de la Bible, on peut la prendre effectivement comme la parole de Dieu faite lettre par l'intermédiaire des prophètes, mais la Bible, c'est aussi le roman national juif, c'est le mythe fondateur du peuple juif, c'est en tout cas ainsi que David Ben Gurion y faisait référence. Mais même cette référence biblique-là, ce rapport au texte, est encore, pour certains, encore trop entaché de judaïsme. On est ici d'un petit peu dans un nouvel Israël qui s'est développé, un Israël libéral, mondialiste, globalisant, qui, quelque part, défend beaucoup plus l'idée d'un État de ses citoyens plutôt que l'État juif. C'est une thématique qui s'est développée notamment depuis les accords d'Oslo, et qui est redevenue très pertinente justement au moment de la Mecha'a, au moment de l'opposition à la révolution judiciaire du gouvernement, comme une suite de la révolution constitutionnelle, justement cette révolution qu'avait créée Aaron Barak au début des années 90. Donc État juif, État de ses citoyens, c'est une des façons d'aborder aussi le problème que l'on voit aujourd'hui, et c'est un problème récurrent. Sleskin, ce philosophe d'origine russe, qui est un philosophe américain, lui a une grille de lecture qu'il a utilisée pour d'autres problèmes, lorsqu'il parlait de l'identité de Mercure et l'identité d'Apollon. Mercure est le dieu, la divinité des commerçants. Apollon est le dieu du soleil, le dieu aussi de la terre. D'un côté, nous avons une identité solaire, une identité des gens qui sont liés à une terre, et de l'autre côté, une identité mondialisante, une identité qui bouge. C'est la tension, si vous voulez, entre une identité galoutique et une identité sioniste. Pendant 2000 ans, on s'est moqué des Juifs qui n'avaient pas d'identité terrestre. Ça a été le développement du mythe du Juif errant. Et en 1948, on a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire que les Juifs ont choisi de mettre fin à cette identité itinérante, cette identité de Mercure, pour adopter l'identité d'Apollon, une identité de la Terre, juste au moment où en Occident, on commence à découvrir la mondialisation. Comme si le Soleil avait rendez-vous avec la Lune et Israël n'est jamais en phase avec les choix de l'Occident. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Une autre façon d'aborder cette thématique-là du juif d'ici, du juif qui revient sur sa terre, et d'un autre judaïsme qui envisage l'homme comme un concept, et non pas comme une réalité physique, c'est le prisme de David Goodhart, qui est
faisait la différence entre les gens de quelque part et les gens de n'importe où. Il y a aussi des Israéliens qui, de par leur défense de cette identité d'Israël en État de ses citoyens et non plus en tant qu'État juif, l'approche de Goodhart résonne aussi dans ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Mais il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est peut-être le sentiment de cet Israël-là d'une forme d'échec. Lorsque Ben Gurion déclare en 1957 un soldat hébreu qui protégera toujours un enfant juif est un soldat qui protégera toujours Israël, l'Holocauste nous a prouvé qu'un enfant juif n'est en sécurité nulle part dans le monde, si ce n'est en terre d'Israël. Et là, l'armée n'a pas réussi à protéger les enfants juifs. Quelque part, c'est un retour aussi d'une autre thématique qu'on n'a pas abordée, mais c'est de la Shoah. Ce qui s'est passé le 7 octobre, on va pas rentrer dans les détails plastiques de ce qui s'est... mais c'est une sauvagerie qu'on avait cru effacée de l'humanité et qui est revenue. C'est ce retour du juif dans l'israélien là qui interpelle. Et tout cela va peut-être changer la donne aussi, l'identité israélienne, la perception que les Israéliens ont de leur avenir. Est-ce que sur le plan politique, on peut avoir des idées de la manière dont ça pourrait se traduire en termes d'opinion, même d'intention de vote, Michael Ilous? Alors absolument, mais on va arriver, justement, il y a un sondage qui a été publié hier sur la chaîne N12, on va en parler tout de suite, mais de façon paradoxale ou attendue, chacun suivant son angle de vue, la société israélienne vire à droite. Et des sondages qui ont été effectués récemment, on voit que 72% des Israéliens sont contre l'aide humanitaire envoyée à Gaza. C'est-à-dire que les Israéliens s'attendent à ce qu'en contrepartie de l'aide humanitaire envoyée à Gaza, les Israéliens aussi reçoivent une aide humanitaire pour les otages, au moins des informations, si ce n'est des traitements médicaux. Et donc, ce refus de 72% des Israéliens d'une aide humanitaire à Gaza, c'est quelque chose d'assez surprenant, en tout cas, qui est en rupture totale avec l'état d'esprit d'Oslo. Deux autres chiffres, on est dans les 70%, je vais pas rester trop longtemps sur ces chiffres-là, mais plus de 70%, 74% sont contre un État palestinien aujourd'hui. On est très loin d'Oslo, ok ? 76% soutiennent l'émigration des Palestiniens vers des pays tiers. Okay, donc, lorsqu'on se souvient d'Oslo avec les territoires pour la paix, on fait la paix avec ses ennemis, etc., ces slogans-là ne sont plus véritablement d'actualité, en tout cas pour la majorité des Israéliens. Alors, comment ça se traduit concrètement, pour revenir à votre question? Eh bien, le sondage qui a été publié hier par la chaîne N12 donne 47% pour la coalition, okay, excusez-moi, 47 sièges pour la coalition sur les 120, 63 à l'opposition et 10 sièges pour les députés arabes. C'est-à-dire que on a un raz-de-marée contre la coalition de droite. Mais c'est là où il faut faire attention, et il faut faire attention à ne pas adopter le discours de la droite israélienne, qui a tendance à considérer que tous ceux qui ne font pas partie de la coalition, c'est la gauche. C'est faux. Pourquoi ? Parce que la gauche est constituée par deux partis, le parti travailliste et le parti Meretz, qui flirtent avec le seuil d'éligibilité. La gauche n'a qu'une existence virtuelle aujourd'hui dans la vie politique israélienne. Okay ? L'opposition à la coalition au pouvoir en Israël, c'est une opposition de centre-droit. C'est une opposition de centre-droit, et il faut bien comprendre que dans ce centre-droit, on ne défend plus les idées d'Oslo, on l'a vu tout à l'heure, et il y a ici, à première vue, un paradoxe. Si la population israélienne vire à droite, comment se fait-il que la coalition ne reste pas au pouvoir? Alors, sans doute la première explication, eh bien, c'est que l'effet Téflon de Binyamin Netanyahou, qui n'avait pas été touché par l'usure du pouvoir, peut-être que c'est
l'usure du pouvoir aujourd'hui se fait sentir. Et les Israéliens veulent surtout retrouver les responsables de ce fantastique fiasco qui a eu lieu le 7 octobre. Mais pour ne pas rester sur une note pessimiste, je vous parlais de l'optimisme des Israéliens parce que dans ce domaine-là aussi, on a des chiffres. Alors, d'abord la natalité, hein, la natalité israélienne est toujours en bonne forme. On a plus de 3 enfants, près de 3 enfants par femme. Le taux de renouvellement générationnel, c'est 2,05. À titre de comparaison, en France, c'est 1,6. Mais faire des enfants, c'est avoir confiance en l'avenir. Emmanuel Todd, qui a publié un livre récemment, revient sur l'importance de la natalité, notamment quand il essaie d'analyser ce qui se passe en Europe. Mais cet optimisme est encore plus fort chez les 16-25 ans. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a 2 semaines, et 59% de ces 16-25 ans disent qu'il n'y a pas d'autre pays pour eux. Okay, donc, ils ont confiance dans ce pays. Ils veulent pas quitter le pays. 58% de ces 16-25 ans affirment aussi que, eh bien, ils entendent des choses positives sur le pays de la part de leurs amis, et près de 60% pensent qu'Israël s'en sortira renforcé de cette situation-là. Donc, on a d'un côté des jeunes qui ont une vision optimiste de la situation malgré la guerre, okay, et un virement vers ce qu'on pourrait appeler la droite, ou enfin des idées de droite, et de l'autre, le troisième aspect, c'est, en tout cas sur les sondages, un effondrement de la coalition. Alors, effectivement, ça fait un tableau. Bon, on est encore loin, malheureusement, j'allais dire, d'une perspective électorale, puisque la guerre se poursuit avec les difficultés que vous avez dit au début. Mais pour terminer, Michael Ilouz, il me semblerait que, d'après tous les éléments que vous nous donnez, que la solution à 2 États que l'ensemble du monde essaye de proposer aujourd'hui à Israël est véritablement quelque chose qui est rejeté par les Israéliens eux-mêmes. Et l'on voit à ce moment-là la rupture peut-être forte qu'il peut y avoir entre les deux mondes. Comment a évolué le rapport d'Israël aux nations avec le 7 octobre? Alors, il y a eu un retour. On a beaucoup parlé de la Startup Nation. La Startup Nation, c'est un concept israélien. C'est un livre qui a été écrit sur ce qui se passait en Israël. C'est un terme qui a été repris par la suite par Macron. On fait partie, finalement, après 2000 ans d'histoire, de la famille des nations. Et cette Startup Nation nous a fait vivre dans un monde quelque part virtuel où on essaie en Israël, certes, mais on développait des produits qui étaient destinés au monde. Aujourd'hui, qui n'utilise pas Waze, qui n'utilise pas des disques key, des mémoires flash, des mémoires USB? Il y a des technologies israéliennes un petit peu partout. Et certains Israéliens ont eu l'impression d'être débarrassés de cette charge, la charge du juif, pour vivre une existence israélienne. Alors, c'est la thématique classique du sionisme. Est-ce que l'État d'Israël est là pour normaliser la question juive, ou alors est-ce que l'État d'Israël est là justement pour développer une identité juive? Pour citer Manitou qui disait « Je suis né juif, je suis devenu israélien et mes enfants seront hébreux ». Il y a une approche dialectique de cette identité-là, et évidemment, il s'agit là de la façon dont le juif se perçoit par rapport à l'autre, par rapport aux non-juifs. Et la question n'est pas du tout nouvelle. Il faut savoir qu'en 1925, en Israël, se crée une organisation qui s'appelle Brit Shalom. Alors, elle est fondée par des intellectuels d'origine allemande et qui se pose la question de l'avenir du conflit. Parce qu'en 1925, le conflit existe déjà, il n'a pas encore ces dimensions-là, mais ils craignent que le conflit ne devienne religieux, comme si à l'époque il ne l'était pas.
Et ils espèrent pouvoir gérer le conflit avec les Arabes de façon politique. Eux, ces intellectuels allemands qui avaient réussi à se débarrasser de cette identité juive pour adopter une identité humaniste, ouverte, ont été renvoyés à leur identité juive et de toute façon, il y a une influence, il y a un écho dans le rapport à l'autre de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Michael Illouz. Peut-être que je me permettrai de résumer comme cela. Aujourd'hui, avec le 7 octobre, les Israéliens sont redevenus juifs, mais c'est aussi peut-être pour ensuite, après le 7 octobre, que ces juifs redevenus juifs, donc ces Israéliens redevenus juifs, vont redevenir aussi peut-être des Hébreux et retrouver une identité collective plus forte. Ça peut résumer peut-être le mouvement identitaire qui est en train de se produire. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous pour votre attention. À bientôt sur Mosaïque pour d'autres entretiens. Merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.